La réconciliation nationale est un grand mot, c'est un bel objectif. Mais il n'y a pas de vrai différent. Il y a en fait des réseaux criminels, financiers, politiques et armés qui ont kidnappé le pays, qui ont kidnappé les institutions. Il faut libérer les institutions pour que, en réalité, la volonté populaire soit exprimée. Il n'y a pas de gros différends en Libye. Il n'y a pas des sunnites et des chiites, il n'y a pas des chrétiens et des musulmans, il n'y a pas des marxistes et des conservateurs. Ça n'est pas ça. En Libye, c'est une guerre pour les ressources qui anime le conflit. Et donc, si on démantèle les réseaux de criminalité financière qui ont mis la main sur la rente pétrolière, soit par voie politique, soit à travers les groupes armés, soit à travers des banquiers véreux, soit à travers tous ces réseaux composites qui ont mis la main sur la décision politique et sur la richesse nationale, si on ne démantèle pas ces réseaux-là, le processus politique ne peut pas aller très loin. Mais la réconciliation est faite entre des adversaires. On n'a pas ici des adversaires, on a des rivaux autour de la richesse nationale. C'est plus compliqué. Je dirais qu'il y a une évolution positive en ce qui concerne la migration, en ce sens que le flux a baissé substantiellement, peut-être de 80%, mais en ce qui concerne le terrorisme, l'évolution est plutôt négative, en ce sens qu'après la chute de l'État islamique en Syrie et en Irak, la Libye peut être, et est déjà pour quelques dizaines de terroristes, un lieu de refuge. Donc nous ne voulons pas que leur nombre grossisse surtout. Et j'ai l'œil sur la ville d'Idlib en Syrie, parce que j'ai bien peur qu'après la chute d'Idlib, qui est probable, qu'on ait un nouveau flux vers la Libye. Donc il faut faire très attention à cet aspect des choses, sans compter l'Afrique occidentale, parce que nous avons vu plusieurs actions de l'État islamique, notamment à Tripoli, où étaient impliqués des éléments d'Afrique occidentale. Le gouvernement français a raison d'insister sur les élections, parce que si le processus électoral est en panne, cela veut dire que les gens vont prendre les armes pour arriver à leur fin par d'autres moyens beaucoup plus sanglants. Cependant, le précédent de 2014, mais aussi beaucoup d'autres précédents dans le monde, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et ailleurs, indiquent aussi qu'il faut faire les élections au moment opportun. Il faut réunir les conditions nécessaires pour que les élections n'aggravent pas la maladie, mais au contraire y remédient. Pour cela, il faut une loi électorale, il faut que les principales forces du pays acceptent à l'avance ce qu'elles n'ont pas fait en 2014 et ce qui a conduit à des affrontements sanglants, acceptent à l'avance le résultat des élections. Il faut une situation de sécurité raisonnable. Nous nous employons beaucoup à la créer. Il faut une situation économique et sociale raisonnable, et elle est bien mieux aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc il y a certaines conditions pour la tenue d'élections qui sont en train d'être réalisées, mais il y en a d'autres qui sont encore à fournir. Il est très facile de faire chuter un régime. Il est beaucoup plus difficile de le remplacer. En Irak, les Américains ont décidé d'occuper le pays. Je dirais que l'occupation a fait beaucoup plus de mal à l'Irak que l'intervention elle-même, parce que c'était une occupation idéologique, à courte vue, sans véritable planification, qui a pensé pouvoir refaire l'Irak en dépit des Irakiens, contre les Irakiens, et qui a tourné très vite, très mal. En Libye, ça a été l'opposé. On a fait une intervention, on a fait chuter un régime, et puis rien. On a dit aux Libyens, maintenant, vous êtes débarrassés de votre dirigeant autoritaire et dictatorial, amusez-vous, réconciliez-vous, gouvernez votre pays, mais ils n'étaient pas prêts pour le faire. C'est pourquoi ma réponse est claire. Pas de régime change si on ne sait pas comment ça va évoluer après.